En septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et le sauvetage in extremis de la compagnie d'assurance AIG marquent le début d'une crise financière mondiale. Initialement américaine, cette crise s'est rapidement propagée à un niveau international du fait de l'interdépendance des marchés financiers. Afin de se prémunir contre un tel risque, la solvabilité des organismes de toutes nationalités confondues prit une place centrale dans les débats. En France, le plus connu d'entre eux est Solvabilité 2, qui est d'ailleurs le premier exemple d'harmonisation des normes de solvabilité, ici à l'échelle européenne. Pour faire simple, il se base sur une évaluation économique du bilan, c'est-à-dire le plus proche de la réalité, en utilisant par exemple la valeur de marché pour l'évaluation des placements. Ce modèle s'intéresse à un risque systémique qui arriverait avec une probabilité de 0,5% à horizon 1 an. A contrario, pour les États-Unis par exemple, on ne mesure pas un risque avec une probabilité et un horizon de temps fixé. La valorisation, quant à elle, est davantage en coût historique qu'en juste valeur. Autre exemple avec le Japon. Il se situe globalement entre le modèle européen et le modèle américain. Son régime tend à être de plus en plus sa vision économique, mais l'évaluation du passif reste encore globalement comptable. Comme pour le modèle européen, une probabilité est fixée pour la mesure du risque, mais elle est différente pour chacun des risques modélisés. Ainsi, il existe une multitude de régimes qui ont chacun leur propre spécificité, que ce soit au niveau de la probabilité d'occurrence du choc systémique, de l'horizon de temps ou des méthodes d'évaluation du bilan. Comment alors peut-on comparer sur une même échelle deux organismes de solvabilité assez différents? Pour répondre à ces problématiques, une norme à visée mondiale est élaborée. L'Insurance Capital Standard est généralement connue sous son acronyme ICS. Cette norme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mesure du capital fondée sur un risque globalement comparable. Concrètement, elle permet aux superviseurs de pouvoir établir une comparaison cohérente de la solvabilité entre deux organismes. Pourquoi? On vient de le voir, afin de construire un cadre de supervision de la solvabilité à l'international. Les organismes impactés seront les groupes d'assurance actifs à l'international, IAG, satisfaisant des critères de taille et d'activité spécifiques. Les critères sont d'avoir plus de 50 milliards d'actifs et plus de 10 milliards de primes émises. Ces primes doivent être émises dans au moins 3 juridictions différentes, sachant que les primes émises en dehors de la juridiction locale doivent représenter au moins 10% du montant total. Le deuxième grand groupe impacté correspond au groupe d'assurance d'importance systémique, défini comme ceux dont la faillite aurait un impact aussi bien sur le système financier dans son ensemble que sur l'activité économique mondiale. Le fonctionnement de cette norme mondiale se rapproche du fonctionnement de la directive Solvabilité 2. Tout d'abord, on va mesurer la richesse de l'organisme en évaluant le bilan qui se trouve être un sujet de discorde entre les pays. Puis, on va calculer le capital nécessaire pour faire face à un risque extrême. Et enfin, pour déterminer le niveau de solvabilité, il restera à déterminer la marge de risque et l'ajustement. Tout d'abord, commençons par l'évaluation du bilan. Deux méthodes sont disponibles pour évaluer les postes du bilan. La première méthode est appelée MAV pour Market Asset Value ou encore en français valeur de marché. La deuxième, GAAP+, pour Generally Accepted Accounting Principle, qui s'appuie principalement sur des normes comptables. Donc, ce qu'il faut retenir de la méthode MAV, c'est 3 choses. La première, les engagements d'assurance sont évalués grâce à une estimation actuelle appelée Current Estimates, que l'on retrouvera sous son acronyme CE. On retrouve la même définition que sous Solvabilité 2. L'estimation actuelle doit correspondre à la moyenne pondérée probabilisée par la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs associés au passif d'assurance en utilisant des courbes de rendement spécifiées par l'IAIS. Ce qui nous amène au deuxième point,
l'utilisation d'une courbe des taux prescrite par l'IAIS pour actualiser les flux. Enfin, les instruments financiers, eux, sont évalués à leur juste valeur, c'est-à-dire le montant pour lequel un actif pourrait être échangé. Après avoir mesuré la richesse, il s'agit de mesurer ses risques. Voici comment les risques sont découpés sous ICS. Les grandes différences en termes de découpage des risques avec solvabilité 2 concernent le module catastrophe, qui ne se trouve plus dans les modules de souscription mais dans un module à part entière. Également le module crédit, qui rassemble le module spread et le module contrepartie. Le risque de rachat ne se trouve plus dans les deux modules de souscription vie et non-vie, mais seulement dans le module vie. Et enfin, le module opérationnel est, on peut le voir, au même niveau que les différents modules de risque. Il est donc pris en compte dans la diversification. Dans la formule standard, le risque action doit capturer tous les impacts directs et indirects d'un choc sur la valeur des actions. Le choc consiste à avoir simultanément une baisse de 35% de la valeur de marché des actions des marchés développés, une baisse de 48% de la valeur de marché des actions des marchés émergents, et enfin une baisse de 49% de la valeur de marché de tous les autres types d'actions, par exemple les fonds spéculatifs ou d'autres investissements alternatifs. L'occurrence simultanée des risques pour les différents types d'actions et quel que soit le marché sur lequel elles sont émises suppose une corrélation à 100%. Autrement dit, il est pris pour hypothèse que si un marché émergent fait défaut, c'est également le cas pour le marché d'un pays développé. Pour comparaison, sous solvabilité 2, les pénalités sont de 39% pour les marchés développés, de 49% pour les marchés émergents, et la corrélation entre les deux marchés sous cette norme est de 75%. Le deuxième risque étudié est le risque de concentration. Il correspond à la perte liée au choc sur l'excédent de la contrepartie. L'excédent est déterminé grâce à un seuil, lui-même déterminé en fonction de la notation de la contrepartie. Sous solvabilité 2, on intègre une diversification qui suppose un défaut non simultané de toutes les contreparties. On introduit une diversification sous solvabilité 2 et une corrélation complète sous ICS. Un changement de seuil et de pénalité est également opéré pour les actifs immobiliers. Enfin, le risque de souscription non-vie sous ICS couvre le risque de prime et le risque de réserve. Il consiste à mesurer l'impact d'éventuelles irrégularités au niveau de l'activité que mène l'organisme, en reflétant le risque de sous-tarification, appelé risque de prime, et de sous-provisionnement, appelé risque de réserve. La méthode de calcul est la suivante. Une corrélation est calculée entre prime et réserve, puis une agrégation entre les différentes catégories de sinistres, et enfin entre les différentes zones géographiques. Les facteurs associés au volume de prime et de réserve sont plus importants sous solvabilité 2 que sous ICS, ce qui entraîne une différence de charge de risque importante. On peut supposer que les coefficients plus bas sous ICS sont dus aux organismes visés par l'application de cette norme. En effet, ces organismes sont de taille très importante et ont donc sûrement des volatilités plus faibles. On arrive maintenant à la troisième étape qui consiste à calculer la marge de risque. Sous ICS, cette dernière s'appelle CMOJ. Cette marge de risque estime le coût que représente l'immobilisation des fonds propres nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance, et ceci pendant toute leur durée. La première étape consiste à ventiler les différents segments d'activité ICS. Ensuite, chaque segment ICS sera dans une deuxième étape projeté sur la base de 3 modèles RE9, c'est-à-dire l'arrêt de toute nouvelle souscription d'affaires. La troisième étape consiste en l'actualisation de la charge de risque ICS projetée et effectuée en appliquant le taux sans risque pour la devise concernée. L'étape 4 consiste en la multiplication par le coût du capital qui correspond à la rémunération, supérieure au taux sans risque, qu'exigerait un investisseur en contrepartie des risques pris pour la reprise de l'activité. Il existe deux approches pour déterminer ce taux.
un coût du capital fixe égal à 5%. Dans le cadre de solvabilité 2, ce coût est de 6%. Un coût ajusté du capital lié à une autre variable économique. Ici, la variable économique choisie est le taux d'intérêt sans risque avec un plafond absolu à 10% et un plancher absolu à 3%. Enfin, l'ajustement doit être déterminé. Il permet de réduire le montant de risque à charge dans le cas de pertes non anticipées. Il existe plusieurs types d'ajustements permettant un avantage fiscal plus ou moins important. Dans les documents de spécification technique liés à la norme ICS, il est indiqué d'utiliser la vision dite optimiste. L'avantage fiscal alors obtenu est assez conséquent car égal à 1/3 de la charge de risque agrégée. L'implémentation d'une telle norme demanderait la réorganisation de certains modules, la modification de la courbe des taux ou encore la modification des facteurs associés au risque. Certaines questions restent toujours en suspens, notamment sur le choix méthodologique d'évaluation du bilan qui n'a pas encore été tranché à l'heure actuelle. Des précisions et réponses seront apportées au cours de la phase de test de la version 2.0 qui devrait durer 5 ans.